Bonjour tout le monde. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est étrange, qui est scandaleux, qui est un peu du n'importe quoi, mais il faut y porter attention parce que c'est extrêmement dérangeant. Moi, je voulais créer un espace où il est tout à fait légitime de parler de ce genre de sujet-là. Donc, moi, c'est Jean-François, je suis le fondateur d'une organisation qui s'appelle Pour l'amour du français. On est basé ici au Québec, au Canada. Et notre mission, c'est d'inspirer les gestionnaires à assumer la langue française en affaires au Québec. Donc aujourd'hui, on parle d'écriture dite inclusive, mais on va dire écriture inclusive pour des raisons de simplicité. Une petite annonce, j'ai publié dans la revue Argument, volume 26, un article qui s'appelle Le piège de l'écriture inclusive. Et c'est une recension de tout ce que les gestionnaires ont besoin de savoir pour argumenter contre l'écriture inclusive. Donc, on parle de l'origine, de son invalidité théorique, de son impraticabilité, le volet psychologie et conformisme et aussi comment la refuser et quoi faire. Et je donne l'exemple de la Suisse qui, eux, ils l'avaient adopté et finalement, ils ont fait volte-face et ils ont maintenant un guide qui indique de ne pas utiliser l'écriture inclusive. Voilà, donc ça, c'est un article qui est publié. Aujourd'hui, nous avons avec nous la linguiste et maître de conférence à Sorbonne Nouvelle à Paris. Elle s'appelle Yana Grinchpoon. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur l'écriture inclusive et elle, dans le fond, elle a une histoire qui est très intéressante parce que elle a suivi les écoles d'endoctrinement communiste et pour elle, je présume que de voir l'arrivée de l'écriture inclusive et tout le discours qui l'entoure, ça la choque. Et donc, elle, qui analyse le discours, ben, elle a critiqué l'écriture inclusive avec plusieurs ouvrages, dont son dernier, qui s'appelle La fabrique des discours propagandistes contemporains. Et là-dedans, dans le fond, elle explique différentes choses comme qu'est-ce qu'une idéologie, qu'est-ce que l'endoctrinement, quelle est la différence entre l'endoctrinement et l'enseignement, qu'est-ce que la propagande versus une communication tout simplement. Et puis, elle rentre dans les moyens linguistiques, dans les dispositifs linguistiques que les militants utilisent pour imposer leur idéologie, et c'est bel et bien le terme, imposer leur idéologie, parce qu'ils utilisent un langage qui fait en sorte que nous sommes déjà devant un fait accompli. On est déjà échec et mat quand on nous parle de la chose, et si on s'y oppose, ben, on est la mauvaise personne. Donc, Mme Kinchpoon, dans le fond, elle nous détaille tout ça et on est en mesure de détecter très rapidement, finalement, comment quelqu'un essaie de nous embourber dans leurs idéologies. Moi, j'ai adoré ce livre, je vous le conseille fortement. Donc, La fabrique des discours propagandistes contemporains, comment et pourquoi ça marche. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser la parole à Yana qui va nous faire une présentation d'à peu près 20 minutes sur le sujet. Moi, je vais avoir quelques questions pour elle et ensuite, je vais ouvrir la période de questions aux participants. Donc, Madame Kinchpoon, je vous laisse dans un petit Merci beaucoup, instant. Jean-François. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la présentation et puis pour l'invitation et surtout pour la publicité de mon livre qui est interdit. Donc, j'en suis très fière maintenant. Dès que le livre est interdit, on se sent presque le continuateur de la tradition de la dissidence soviétique. Quand les livres étaient interdits, on les lisait vraiment avec engouement, ce qui ne veut pas dire que c'est bon, mais bon. Voilà, donc ça m'inscrit dans la belle tradition de mon adolescence. Alors, je vais faire un petit exposé de 20 minutes et je vais suivre la trame que Jean-François m'avait proposée. Je ne vais pas ici parler des arguments techniques qui concernent l'écriture inclusive. Si vous avez des questions après, je vous invite à le faire parce que je crois que mes collègues Jean Slamovitch et Sophie Perron, ils l'ont déjà fait dans la conférence précédente. Et donc, c'est pas la peine que je les répète, mais évidemment, je suis tout à fait prête à les aborder. Donc, la première question, je suis vraiment votre trame, Jean-François, que vous m'avez posée, c'était l'expertise et l'intérêt pour l'écriture inclusive. Alors, ça commence à Paris 3, l'université Paris 3, je crois que c'est l'épicentre de la production idéologique, je vais dire pourquoi je l'appelle idéologique, sur l'écriture inclusive, et toute la bataille commence là-bas, en fait. Donc, en 2017 à peu près, je vois mes collègues, certains de mes collègues évidemment, commencer à écrire des messages étranges, troués.
Donc ce sont des messages avec plein de petits points et donc bon, je me dis: «OK, c'est pour l'instant, je fais pas attention parce que je trouve que ça relève des jeux du langage». En plus qu'on s'amuse, avec l'orthographe et pourquoi pas? Mais en même temps et ça se passe en 2017, c'est une année, charnière, je dirais, en France en tout cas. J'ai dû corriger un master d'une étudiante, en master 2, qui m'a rendu un travail sur, le sujet qui m'intéressait pas beaucoup, la littérature, qu'elle a appelé genrée et j'ai corrigé le mot genrée partout, parce que je savais pas que ce mot existait en français et j'ai demandé à ma collègue qui faisait partie du jury: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Bah, elle c'est peut-être l'étudiante était étrangère et donc j'ai présumé qu'elle ne connaissait pas très bien le français. Et la collègue en question m'a dit: mais non, tu ne sais pas, mais ce sont des étudiants très avancés parce qu'ils te parlent de la théorie du genre». Et moi, je suis très bête, je suis linguiste et donc je dis: «Quoi, théorie du genre grammaticale?» mais il y avait rien de qui relève de la grammaire parce que et c'était tout à fait franc, je ne suis pas de mauvaise foi. Bon et alors on me dit: «Non, non, les théories du genre, c'est ce qui nous manque en France, on aurait dû parler de ça». Et bon, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas, j'ai pas fait attention et donc on est toujours en 2017. Cette même année, quand je travaillais sur le discours, médiatique, je tombe sur un article qui a été publié par, Slate. Ce sont des extraits de l'article que j'avais lu. L'article, s'appelait, «Manifeste des professeurs et des professeurs, qui vont plus enseigner masculin, porte sur le féminin». Bon, je commençais à le lire, c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens disent ou pensent sur la langue, car quand on fait de la sociolinguistique, on sait forcément que la langue, c'est aussi elle se construit grâce au discours sur la langue. Or, je vois la chose suivante, nous sommes en 2017. La première est que cette règle est récente dans l'histoire de la langue française et qu'elle n'est pas nécessaire. C'est un raisonnement très bizarre pour un linguiste de dire que quelque chose n'est pas nécessaire. On ne raisonne jamais de cette manière. On présume, et ça depuis la première année, que s'il existe une forme ou un phénomène en langue, il y a des raisons pour qu'il existe. Il n'y a pas de choses nécessaires ou non nécessaires en langue. C'est pas un raisonnement qui convient, aux linguistes. Mais on continue. Elle a été mise au point au XVIIe siècle. Ah bon? Auparavant, les accords se faisaient au gré de chacun pour un médian que je connaissais pas à l'époque une, comme c'était le cas en latin et comme c'est encore souvent le cas dans les autres langues romanes. Alors là, je tombe des nues parce que je me dis: «Mais ça, c'est un problème, parce que je fais du latin» et donc c'est une accusation, c'est un postulat faux, parce que ça n'existe pas en latin. Il y a une règle en latin classique, en tout cas, parce qu'il faut savoir de quel latin on parle, où, le masculin neutralise l'opposition entre les genres. Donc n'importe quel étudiant, ou élève même qui fait du latin, l'apprend, à l'école, et l'apprend dans les textes. Bon, pour l'instant, je ne parle pas de l'orthographe et puis je lis, c'est encore souvent le cas dans les autres langues romanes. C'est faux, parce que si la standardisation du français a eu lieu au XVIIe siècle, ce n'est pas le cas de l'italien qui a été standardisé bien avant, ce n'est pas non plus le cas de l'espagnol. Et la règle de neutralisation, on peut l'appeler comme on veut, elle existe dans toutes les langues du monde et en plus, je commence à regarder ce passage et comme j'avais donné des cours de morphosyntaxe, depuis 20 ans, je connais bien les ouvrages sur le genre grammatical. Donc d'après ce que j'ai lu, la seule langue qui existe dans les langues décrites du monde où, heu, le genre qui, permet de neutraliser l'opposition des sexes est féminin, c'est la langue iroquoise. Alors que ça, tous les linguistes le disent. Alors bon, après, je fais confiance quand même à mes collègues. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Ensuite, le deuxième paragraphe qui attire mon attention, la seconde raison est que l'objectif des promoteurs de la nouvelle règle n'était pas linguistique, mais politique. Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu'ils soient plus proches de leur adjectif. Dixit, une grammaire de duplex. Le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Dixit Bosé dans la grammaire générale. Bon, alors je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est une règle tout à fait nouvelle. Donc la règle de neutralisation est une règle qui concerne pratiquement toutes les langues du monde. Et il n'y a absolument rien de politique là-dedans. Le terme «tout est politique», c'est un terme qui, dans la tradition française, vient de la révolution, de la révolte ou de la contestation du mai 68. Donc «tout est politique», c'est une expression qui caractérise ce mouvement.
alors que la langue soit politique. Non, pour les linguistes, la langue n'est ni politique, ni machiste, ni féministe. C'est un système de signes neutres. Et donc, c'est la première, disons que ces 2 paragraphes étaient absolument sidérants. Par ailleurs, connaissant un peu l'histoire du français du XVIIe siècle, je vois que la phrase de Bauzet est extraite du contexte, et que noble ne veut pas dire, ce que les féministes, enfin, ou les professeurs, hein, je ne sais pas qui parle à l'époque, veulent lui faire dire. Donc ça, c'est la première chose et c'était assez étonnant. Donc, par ailleurs, dans ce texte, il déclare avoir cessé ou nous apprêter à cesser d'enseigner la règle de grammaire résumée par la formule: «Le masculin l'emporte sur le féminin». Quand on dit quelque chose en science, et la linguistique a une prétention d'être une science, on vérifie les sources. Et donc, je crois que c'est, mon collègue, Guy Laflèche, enfin votre compatriote, qui a fait le travail, qui est allé, faire les recherches. Et donc il cite dans son livre, je ne sais pas s'il a été publié ou non, en tout cas nous avons échangé beaucoup et je suis allée vérifier aussi ce que dit Guy Laflèche parce que un scientifique doit être comme Thomas, il doit mettre son doigt 2 fois dans la plaie pour voir si c'est vrai ou pas. Eh bien, la flèche fait référence aux travaux de, André Chervel, qui a épluché les grammaires, toutes les grammaires depuis le XVIe siècle et jusqu'au XXe siècle pour trouver cette formule. La formule «le masculin l'emporte sur le féminin» n'existe pas. Il y a 2 manuels, 2 livres où cette formule est mentionnée. Ce sont des obscures remarques, on appelle les remarques sur la langue française, des ouvrages où les gens du monde fréquentent des salons et prennent des notes sur la manière dont on parle français, d'un certain Saint-Alcide en 1647, je crois que c'est ça l'année. Et la deuxième fois où Chervel et puis Laflèche qui le cite trouvent ces références, ça apparaît dans Becherel, mais la formulation est différente. Elle ne dit pas que le masculin est ni plus noble qu'il ne l'emporte sur le féminin, mais elle précise qu'on utilise le masculin quand il y a 2 adjectifs au féminin. Ensuite, je suis allée faire la recherche sur toutes les grammaires du XXe siècle, parce que c'est quand même les grammaires que j'enseigne aussi à l'université, et je n'ai trouvé dans aucune grammaire du XXe siècle, une formulation qui est citée par ces scripteurs, par les auteurs de ce texte. Donc, bon, ben, ça c'était le premier étonnement, et ensuite j'ai remarqué, bon, ça c'était, nous sommes en 2017, et finalement, quand j'ai pris ce texte, et j'en ai fait plusieurs cours, en première année pour montrer comment on raisonne en linguistique tout en l'encontre de ces textes. Et c'est aussi, pendant cette année que je rencontre Jean Slamovitch, qui a déjà fait une conférence, qui me dit qu'il écrit un livre contre l'écriture inclusive. Je m'étonne en disant: «Contre l'écriture inclusive, mais est-ce que ça vaut la peine de perdre ton temps à t'amuser, à faire des choses que n'importe quel élève, mon élève de première année, doit pouvoir te dire?» Vous voyez, derrière moi, j'ai mis, de manière, bon, un peu, en faisant un clin d'œil, le dialogue de Platon-Cratyle. Parce que le problème de ces monsieur dames qui parlent de l'écriture inclusive commence par, fondamentalement par, une confusion entre les mots et les choses. C'est d'ailleurs, le but, de ce dialogue entre, Socrate et Cratyle. Heu, je pourrais en parler après. Et donc finalement, quand j'enseigne, l'histoire du genre en première année, bon, je crois que tout le monde est plus ou moins convaincu parce que les problèmes de l'écriture inclusive commencent avec la confusion du genre qui, n'est qu'une catégorie métaphysique, métalinguistique et qui sert à décrire le lexique, d'une part, et puis d'autre part, il sert aussi à, aider à faire les accords. Alors contrairement à ce que dit Viennot dans son ouvrage, et à ce propos, j'avais fait une vérification de tout ce qu'il a écrit dans l'ouvrage «Non, le masculin n'importe pas sur le féminin», commençant par la première page et jusqu'à la deuxième, et vous pouvez le trouver dans l'article qui s'appelle «La masculinisation a-t-elle eu lieu en français?» Donc je joins ça à la bibliographie, je peux le montrer, mais enfin Jean-François dispose de cet article et il est en ligne, où, en fait, je montre que tout ce qui est dit est faux. C'est quand même un cas phénoménal dans la prose universitaire, où vous avez quelqu'un qui est appelé linguiste par les médias, alors que cette personne n'a jamais suivi les cours de linguistique assez poussés, qui écrit dans son livre de A à Z des postulats faux du point de vue linguistique.
Et donc, bon, bah, ça arrive, on peut aussi, enfin, on peut faire des choses de ce genre-là. Mais par ailleurs, je remarque aussi que mes collègues, qui de manière tout à fait normale écrivaient des messages avant 2017-18, chers collègues ou chers étudiants ou chers je ne sais pas quoi, se mettent à écrire avec cette écriture dite inclusive ou en faisant des doublons. Chers collègues, chers étudiants et chères étudiantes, chers candidats et chères candidates. Alors c'est très étonnant et je commence par poser la première question à mes collègues en me disant: «Mais, pourquoi vous faites ça?» Parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé avec la langue? Ah, mais il faut savoir que la langue est machiste et nous sommes au département où la plupart de mes collègues sont linguistes. Et donc je leur dis, c'est-à-dire que vous venez de découvrir, après avoir enseigné pendant 20 ans à l'université, que la langue est machiste, alors qu'avant vous ne le saviez pas. Alors qu'est-ce que vous, soit l'imposture, elle est dans votre diplôme, parce que vous ne le saviez pas, soit l'imposture est dans ce que vous dites après avoir reçu votre diplôme et après avoir enseigné 20 ans le français normal. Je ne dis pas normatif parce qu'on enseigne le français qu'on parle partout, pas forcément la norme académique. Bon, et donc d'où vient le travail que nous avons fait avec Jean, avec François Arastier, sur le démontage très détaillé, si vous voulez, de cette écriture. D'ailleurs, il ne s'agit pas de l'écriture, il s'agit d'une formule abusive parce qu'elle couvre plusieurs phénomènes, mais je pense que Jean en a parlé et c'est pas ça que je voulais aborder aujourd'hui. Les sujets que Jean-François voulait que j'aborde sont un peu différents. Donc, il y a d'une part, juste pour rappeler, la formule, écriture inclusive, elle couvre plusieurs choses: l'orthographe, le lexique et la syntaxe. Donc pas du tout l'écriture, mais on pourra y revenir. Et donc, à côté de ça, on assiste, à une sorte de coercition d'imposition de cette écriture et je vois que toute critique que nous avons faite, et c'est pas une critique, d'opinion, c'est une critique de preuve linguistique, est appelée, soit antiféministe, soit raciste. Le mot racisme, commence à perdre, sa sémantique, il renvoie à celui qui ne pense pas comme moi. Soit fasciste, c'est exactement le même phénomène, soit débile, ça je l'ai entendu de Maria Candéa qui est une, autrice, importante dans ce domaine, heu, tout ce que vous voulez. Donc on propose les débats sur ça, parce qu'au départ je me dis: «Mais c'est quand même un problème linguistique, on peut débattre comme on le fait toujours, comme on le fait par exemple lorsqu'on crée des écoles sur la nature du fonctionnement du déterminant». Les uns disent: «S'il n'y a pas de déterminant, c'est l'absence de déterminant». Les autres disent: «Non, c'est le déterminant zéro» et donc il se crée une controverse et on peut, écrire des livres et des livres. On peut faire la même chose à propos de ça. Or, les auteurs de ces ouvrages disent: «Nous ne voulons pas parler avec vous, vous êtes l'extrême droite». Je veux dire, on est en linguistique, quel rapport avec la droite ou la gauche ou le centre ou la latéralité? Donc pas de débat. Et à un moment donné, on voit que ça devient coercitif parce qu'à l'université, à Paris 3, on reçoit une sorte de décalogue, je l'appelle comme ça, avec 10 prescriptions émanant du Haut Conseil à l'égalité des hommes et des femmes, qui a été rédigé, les prescriptions ont été rédigées, dixit le texte, avec la linguiste Hélène Viénon. Alors, elle n'est pas linguiste, d'accord? Donc, c'est déjà l'usurpation d'un titre, mais bon, on peut s'intéresser à la langue, elle est prof de littérature. Et puis ensuite, quand on lit les choses, donc la première phrase qu'on lit de ce texte, elle montre qu'il s'agit de l'ignorance crasse du fonctionnement de la langue. La première phrase, si ma mémoire est bonne, je la cite: quand on parle des femmes et des hommes, quand on parle des femmes, il faut utiliser les mots du genre féminin et quand on parle des hommes, il faut utiliser les mots du genre masculin. Alors si je dis à mon collègue: «Mais tu es une vraie racaille», bah, ça passe pas, vous voyez? Et si je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle est con cette fille», c'est un problème parce que con et conne, ça ne veut pas dire la même chose. Ça c'est le principe linguistique, si on a 2 formes, chaque forme a un sens. Bon et alors je dis: «Bon, bah, les gars, on a un problème, il faut changer, le panneau sur la salle des enseignants parce que si je suis votre logique, moi en tant qu'enseignante, j'ai plus le droit d'entrer dans cette salle» et tout est comme ça. Bon bref, donc on reçoit le décalogue, comment il faut parler, comment il faut, écrire, tout est faux et en fait ça me je commence à penser que cette coercition me rappelle quelque chose que je connais très bien. Parce que Jean-François vient de mentionner
un petit détail de ma biographie qui est absolument insignifiant en général, mais qui est signifiant pour parler des totalitarismes. J'ai quand même vécu en Union soviétique jusqu'à l'âge de 16 ans et à l'école, donc j'ai connu la manière dont l'idéologie s'impose. Donc finalement, j'ai quand même l'impression à l'université qu'on commence à traiter les gens qui ne sont pas d'accord avec quelque chose qui ressemble à ce on appelait en Union soviétique le lysenkisme, c'est-à-dire une fausse science. Ça commence à être imposé. À l'époque de Lysenko, ses opposants ont été envoyés au goulag ou fusillés. Ce n'est pas le cas. Nous vivons dans un État démocratique. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est de dire ah ben c'est de l'extrême droite. Mais bon, ça n'impressionne pas grand monde. Voilà, donc c'est ce qui se passe. En fait, pourquoi je pense à l'Union soviétique, et j'en parle dans mon livre en parlant des idéologies, parce que quand arrive une idéologie qui a des penchants totalitaires, la première chose que fait cette idéologie, elle essaie de s'emparer de la langue, d'une manière ou d'une autre. Et à ce propos, je me suis souvenue d'une lettre, d'une conversation qui a été relatée par Lunacharsky, qui était le commissaire à l'instruction, le premier commissaire à l'instruction bolchevique aux prolétaires, qui relate sa conversation avec Lénine, qui lui dit: fais ce que tu veux, la première réforme qu'on doit faire, c'est une réforme sur la langue. On ne doit pas parler la langue des aristocrates et des bourgeois parce que c'est une langue pourrie, il nous faut une nouvelle langue. Or, derrière l'idée de l'inclusivité, il y a cette idée de la nouvelle langue, de la nouvelle société. Parce que d'où viennent ces théories? Ces théories viennent des écrits de Judith Butler. Je dois avouer que c'est très difficile de lire Judith Butler. J'ai essayé en 3 langues. J'ai essayé en français, j'ai lu les traductions et je n'ai rien compris. C'est un problème de compréhension. Je me suis dit, je dois être, je sais pas, peut-être que la traduction n'est pas bonne. J'ai lu en anglais, qui sa langue est aussi ma langue seconde. Donc, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est fait avec la syntaxe? On comprend rien de ce qu'elle veut dire. Elle tord la syntaxe, c'est-à-dire que sa manière d'écrire, elle correspond exactement à ce qu'elle veut faire. Puis je l'ai lu en russe, mais c'était encore pire parce que là, la traduction était vraiment catastrophique. Mais il y avait une phrase que Judith Butler a mentionnée dans ses écrits. Elle a dit: nous devons détruire ce monde de discrimination pour construire un nouveau monde de justice sociale. Et là, j'avoue que pour ceux qui connaissent les écrits de Lénine, ceux qui connaissent les écrits de Staline aussi, et ce qui était notre cas, on était obligés de les apprendre à l'école, ça fait peur. Parce que là, on assiste à la création d'un homme nouveau. Et la création d'un homme nouveau passe par le changement anthropologique et aussi par le changement linguistique. Il faut dire qu'en Union soviétique, il y avait une tentative de changer la langue, mais à un moment donné, je vous ai parlé des détails, à un moment donné, un des linguistes de cours de Staline, apparemment, lui a dit que comparer la structure sociale avec la langue, c'est pas bien. Et Staline a dit, on vous laisse la langue tranquille, ce n'est pas une superstructure. Donc, dans le pire régime totalitaire du XXe siècle, il n'y a pas eu de tentative d'intervenir sur la langue. Il y a eu des tentatives très réussies d'intervenir sur l'utilisation de la langue, c'est comme ça qu'on appelle le discours. Et donc, effectivement, les soviets ont réussi à créer ce qu'on appelle la langue de bois, ça vient de là-bas. Et cette langue est morte elle est morte carrément avec la chute de l'Empire, mais elle est en train de réapparaître. On voit ça avec Poutine. Mais ça, c'est pas la structure de la langue, ce sont les usages de la langue. D'accord. Voilà, donc ça m'a donné l'idée, ça plus l'apparition d'autres théories, parce que quand on m'a dit que j'étais raciste parce que j'en acceptais l'écriture inclusive, je me suis dit, mais est-ce que l'écriture relève de la race? Mais il faut comprendre que c'est un mouvement global. L'inclusivisme va ensemble avec les théories de social justice, c'est les théories de la race, etc. Et donc, je crois qu'il confond tous les gens qui en parlent. Et cette accusation m'a fait penser à ce qui s'est passé en Union soviétique. J'aurais pu appeler ce livre Welcome to my past, en fait. C'est-à-dire que nous assistons à de nouveaux signifiants, d'accord, en langue, mais les signifiés sont souvent les mêmes. Bon, alors qu'est-ce qui se passe chez nous, chez vous et chez nous? C'est exactement le même monde. Donc ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez, on voit le vocabulaire à la mode. Et dans ce vocabulaire, il y a des maîtres mots, des signifiants mots. Maître mot, c'est un terme qui vient de Jean-Claude Milner. Et donc finalement, on voit apparaître des figures comme ça, victimaires et messianiques,
ce sont les femmes. D'abord, ça a commencé avec les femmes, dont on a appris que c'était une minorité opprimée. Et ma première réaction était, bah, je ne sais pas par qui elles sont opprimées, nous ne sommes pas en Afghanistan, et donc on les a déclarées opprimées. Il a fallu faire quelque chose, et ce quelque chose, en tout cas dans les départements de lettres, ça a commencé à passer par la langue. Même ma collègue Maria Candéa a écrit un livre, Le français est à nous, ce qui est très bizarre, parce que la langue est à tout le monde. Elle n'est pas ni à nous, ni à vous, ni à eux, elle est à tout le monde. C'est le don qu'on a tous. Et dans ce livre, elle a écrit que les injustices sociales s'expliquent par la grammaire. C'est-à-dire que si un Français et en France, les femmes et les hommes n'ont pas le même salaire, c'est parce qu'il existe deux genres, masculin et féminin. Mais quand je lui demandais, mais qu'est-ce que tu fais avec l'anglais ou le farsi, où il n'y a pas de genre, comment tu expliques l'inexistence, cette existence des salaires inégaux, n'a pas su répondre. Il m'a dit, mais tu comprends, tout est politique. Et je crois que cette phrase, elle m'a fait penser aussi, dans le livre, j'en parle, aux origines de toute cette théorie. C'est une vieille rengaine, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la France. Donc, ça vient de mai 68. Mai 68, c'est un mouvement contestataire, vous vous en souvenez. Alors, on peut en dire beaucoup de choses, mais je voudrais bien rappeler ce qui s'est passé en mai 68. C'était des enfants des bourgeois qui cassaient tout ce qu'ils pouvaient casser. Ils participaient de cette manière aux grèves des ouvriers, mais en fait, ils disaient qu'ils sont ils sont pour la libération, contre l'autorité, et cetera. Ce qui est très bien, ça a donné la libération de la femme, mais enfin, il faut voir. Donc, je vais vous présenter les mouvements essentiels, je vais vous les partager ici, les slogans essentiels de ce mouvement, qui sont quand même révélateurs, parce qu'on les retrouve ici. L'histoire de l'inclusivisme, c'est une histoire de l'idéologie qui n'est absolument pas nouvelle. Pour moi, elle commence avec les utopies communistes et elle continue en Occident avec tout ce que vous avez connu. Enfin, vous avez, je dis vous, en tant qu'Occidentaux, en me positionnant en tant qu'une ancienne soviétique, tout ce qu'on découvre en France en 68, c'est le maoïsme, c'est le trotskisme, c'est le soutien au Khmer rouge. Et ça, on le sait dans les universités. Donc, toutes ces choses-là qui relèvent quand même de l'engouement pour des choses qui sont extrêmement destructrices. Ce mouvement, on peut le définir, le mouvement de 68, comme un mouvement contre l'autorité, comme un mouvement anti-intellectuel, parce que il faut se souvenir que à l'époque, on disait que les enseignants, les professeurs incarnaient à peu près la même chose. C'était aussi une époque où il y avait beaucoup de slogans vous vous souvenez, qui disait c'est interdit d'interdire, ce qui est absolument extraordinaire parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune norme qui puisse exister. Et donc, il y avait toute une casse qui a eu lieu dans les universités françaises. J'ai ici un petit extrait que je ne voudrais pas décontextualiser. C'est un extrait d'une lettre que Pier Paolo Pasolini a écrit en 68 et qui a publié dans la revue Repubblica. Il était communiste fervent. Donc, il n'était pas très satisfait par ce qui s'est passé en 68, mais il dit ici une chose importante. Il engueule en fait les jeunes en disant qu'il hait les révolutionnaires de 68. Il préfère à ces révolutionnaires les policiers. Vous pouvez le voir ici. Vous avez des gueules de fils à papa, dit-il. Je vous hais comme je hais vos papas. Bonne race ne ment pas. Vous avez le même œil méchant. Vous êtes craintif, incertain, désespéré. Très bien. Mais vous savez aussi comment être tyrannique. Des maîtres chanteurs sûrs et effrontés, là, ce sont des prérogatives petites bourgeoises. Hier, quand vous vous êtes battu avec les policiers, moi, je sympathisais pour les policiers. Car les policiers sont fils de pauvres. Et donc, il continue dans cette lettre, il écrit aussi une seule chose, les étudiants connaissent vraiment, le moralisme du père magistrat au professionnel, le banditisme conformiste du frère majeur, la haine pour la culture de leur mère d'origine pisane. Bon, je crois que c'est la haine de la culture tout court dont on peut parler aujourd'hui dans les universités qui passe par l'inclusivisme. Et, et donc, ce sont les origines de ce mouvement où il faut casser pour construire quelque chose. En 68, ils n'avaient pas de programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme. Aujourd'hui, ils ont un programme, les inclusivistes, et c'est un programme
qui consiste à refaire la société, à fabriquer cet monde nouveau qui serait inclusif. Donc je reviens à quelque chose d'idéologique, pas seulement à l'écriture. Alors comment on peut le voir, nous, quand on fait l'analyse du discours, quand on s'intéresse au mot? Eh bien, on peut voir par la prolifération du mot inclusif qui apparaît partout. C'est-à-dire que quand un mot est partout, quand un mot apparaît plusieurs fois, il peut signifier quelque chose. Mais quand vous le trouvez, et là je fais le relevé dans mon livre absolument partout, quand tout est inclusif, euh, les chaussures, les culottes, la musique, les synagogues, les mosquées, les repas, les écoles, la nature, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le dating, les rencontres sur Mythique sont inclusives. Quand vous l'avez absolument partout, dans l'alimentation, dans la sexualité qui devient inclusive, donc là, on peut se poser des questions. Pourquoi? Parce que à l'époque, en Union soviétique, on avait partout le mot paix. Et vous vous souvenez que depuis que l'Union soviétique existe, qui mène la guerre, froide ou pas froide, avec tout ce qu'il peut mener, tout en utilisant le mot paix absolument dans toutes ces structures. Donc le mot inclusif fonctionne de la même manière. Le problème de l'inclusivité, quand on y pense, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre rien du tout. Et s'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'individu, il y a rien. Donc ça, c'est ça le problème de ce terme, inclusif. Et c'est comme ça que ça devient un peu dangereux. Donc c'est un mot qui participe à ce qu'on appelle les frénésies idéologiques. Alors, je reviens à la langue. Jean-François m'a demandé, mais quels sont les concepts clés de mon livre? Pour ne pas prendre beaucoup trop de temps, je vais vous présenter un concept, parce que le livre n'a pas été écrit comme un livre conceptuel, il a été écrit comme un essai, ou plutôt un manuel qui recense et explique et analyse tous les procédés propagandistes aujourd'hui. Je crois que c'est un concept qui peut être utile. Je l'ai appelé knockisme. Ça vient du docteur Knock, c'est la pièce de Jules Romain, où, vous vous souvenez, il y avait un docteur qui disait que tous les gens en bonne santé ignorent leur maladie. Pourquoi il le faisait? Bon, il faut regarder la pièce parce que, évidemment, tout pour lui, donc il arrivait dans un village, tout le monde était en bonne santé, et au bout de son passage, il faut regarder la pièce, tout le monde était extrêmement malade. Et donc, le fonctionnement de nos idéologues, c'est un fonctionnement d'echnokistes. Ce sont des gens qui inventent des maladies imaginaires. La maladie de la langue est une maladie imaginaire. Et, puisque la maladie existe, ils proposent des remèdes pour la guérir. Alors, ces remèdes peuvent être extrêmement différents. Et ça, là, c'est l'intervention sur la langue. Pourquoi il faut guérir la langue? Parce que pour eux, comme pour tout enfant, d'accord, on est dans le cas infantile aussi, la langue reflète le monde ou l'état des choses. Je vous donne un exemple pour montrer comment fonctionne la psyché ou la mentalité des inclusivistes. Un jour, mon fils faisait une dictée. Et donc, je lui dis, bon, écris, j'ai une grande famille. Il écrit, j'ai une grande famille, je vérifie. Il y a un S à famille. Je dis, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu écris j'ai une grande famille avec un S? Il me dit, mais nous sommes nombreux. Bon. Et alors là, vous voyez, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand ils vous disent, il faut que vous appeliez la chose ou l'être par le nom qui lui correspond, ils supposent que les noms sont les dépositaires des propriétés des choses ou des êtres. Donc on en est là. Le chrétienisme en soi, c'est pas très dangereux, mais quand on vous l'impose, eh bien, ça devient du lysinkisme, donc de la fausse science et de la fausse perception de la langue d'une part. Première imposture. Et deuxième imposture, la langue n'est pas transparente. Et dans toutes les idéologies progressives, on aspire à cette transparence, d'accord? On veut dire que tout est transparent. Et on explique aussi aux gens que la langue est porteuse des structures de la société. À cela, il y a aussi la vieille hypothèse Sapir-Whorf, que peut-être vous connaissez, mais je ne vais pas prendre plus de temps que ça, qui dit à peu près que les structures linguistiques définissent, ça c'est le contraire du chrétienisme. Alors ça c'est le paradoxe des inclusivistes. D'une part, ils sont chrétienistes, d'accord, parce qu'ils voient dans les mots le dépôt des propriétés des choses, mais d'autre part, ils sont suiveurs de cette hypothèse de Sapir-Whorf qui dit que les structures de la langue définissent notre manière de voir le monde. Je traduis ça en inclusif.
Si nous avons 2 genres masculin et féminin, c'est que, ça traduit notre vision des êtres. Bon, on ne sait pas comment font les langues avec le neutre, comme le russe, qui est ma langue maternelle, ou l'allemand, ou le grec, ou le latin, où il y a 3 genres, mais personne n'a jamais vu, partout des hermaphrodites en grand nombre. D'accord? Donc ça c'est un terme, enfin un des concepts clés, je crois, que j'avais développé dans mon livre, qui permet de couvrir l'ensemble de ce qu'on peut appeler idéologème, mythéologème ou, je ne sais pas moi, les mythes, contemporains. D'accord? Donc ça, c'est peut-être pour les concepts. Il y en a beaucoup d'autres, mais je parlais surtout de la manière dont la propagande se diffuse dans la société et c'est là où on va peut-être, continuer à arriver. Jean-François m'a posé la question suivante: «Pourquoi les gens adoptent l'écriture inclusive?» D'accord? Donc, c'est ça la question. Alors je vais dire, d'une part, tout le monde ne l'adopte pas. C'est une bonne nouvelle. Si elle est adaptée, c'est en général par ceux qui veulent faire montre de leur ethos progressiste. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils croient au fonctionnement de l'écriture inclusive, parce qu'on leur a dit, et les représentants de l'élite universitaire, qui elle est toujours progressiste, qu'il faut être moderne, qu'il faut être dans l'air du temps, qu'il faut être jeune, qu'il faut être féministe, qu'il faut être égalitariste. Donc qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ben, on reconnaît tous les poncifs, des idéologies à la fois communistes et, j'irai plus loin, fascistes aussi. Je n'utilise pas le terme fasciste comme une insulte, mais je renvoie à tout ce que le fascisme mussolinien, à l'époque, a pu produire. Il y a toutes sortes de formes de fascisme. Pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un type de ce fascisme parce qu'il puise ses racines dans les théories fascistes. Je fais une petite parenthèse pour montrer que je ne délire pas. On a beaucoup d'idéologies qui, aujourd'hui circulent dans, le domaine social. Par exemple, la nécessité de bien manger, c'est-à-dire que le gouvernement et les médias s'occupent beaucoup de notre nourriture. On s'occupe aussi de notre sexualité. Je renvoie, aux décisions de l'OMS, d'imposer dans toutes les écoles, en tout cas c'est le cas en France, les cours, l'éducation à la sexualité. Donc maintenant, on s'occupe aussi de notre vie sexuelle et quand on s'occupe de notre vie sexuelle, de ce qui est dans notre assiette, et de nos relations, individuelles, c'est qu'on est dans le cas qui touche à quelque chose qu'on reconnaît aisément comme le fascisme. Je vais parler des théories nutritionnelles. Il faut savoir que Hitler, et ça c'est pas le point G, d'accord? Hitler il pensait à un moment donné d'imposer à la société qui devait être saine, parce que vous vous souvenez que c'était quand même un grand eugéniste, la nécessité d'être végétarien. Et dans un livre d'un savant allemand, dont j'ai oublié le nom, quelque chose Kleiné, il y avait toute une théorie de la nécessité d'être végétarien pour une société en bonne santé. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui proposent cela sont fascistes. Il faut bien comprendre ce que je dis. Il faut comprendre que les racines de cette manière de s'immiscer dans tout ce qui touche à la vie individuelle, et la lecture, l'écriture, la langue, ça fait partie de nous, ça relève de ces racines que moi je considère vraiment comme être ancrées dans les fascismes différents. Bon, mais peut-être que les gens qui adoptent l'écriture inclusive, ils n'y pensent pas, ils ne le savent pas parce qu'ils vivent dans une époque présente. Ils vivent dans le présentisme, c'est ça le problème aussi. Par ailleurs, c'est aussi une histoire de croyance et ce n'est pas une histoire de raisonnement rationnel. Si quelqu'un adopte l'écriture inclusive, il ne le fait pas de manière rationnelle. Je vais illustrer cette idée. Vous me dites, Jean-François, vous modérez mes ailes discursifs, si j'ai le temps. Mais je voulais le montrer par le raisonnement de Serge Tchapotine à propos de la manière dont on impose le discours politique. Serge Tchapotine est un psychologue français d'origine russe qui a développé, enfin qui a écrit un livre, La psychologie des foules, non, pardon, Le viol des foules par la propagande. Et donc c'est un livre qui vaut le coup d'être lu. Donc je vais vous présenter sa manière de parler voilà, un instant, je partage l'écran, de la manière dont travaille la propagande. Il a fait une pyramide, vous allez la voir, voilà. Donc dans cette pyramide, en fait, il y a 4 strates. En haut de la pyramide, c'est ce qu'on voit, c'est le symbole.
Et ce qu'on voit dans notre société, ça a commencé par le symbole féministe. Vous savez, c'est une espèce de rond comme ça, enfin, je ne savais même pas ce que c'était, mais quand j'ai vu la plupart de mes étudiants porter ce symbole, alors là, on m'a expliqué ce que c'était. Donc, c'est le symbole de la cause féministe. C'est une belle cause, mais elle est peut-être importante en Iran ou en Afghanistan où vous voulez. Et c'est une cause très noble qui a, je crois, une des causes qui a changé la face du monde grâce aux philosophes, aux activistes, aux hommes et aux femmes qui voulaient de l'égalité. Mais c'est déjà fait. Donc il y a le symbole, on nous parle du féminisme. Quand on veut imposer l'écriture inclusive, on le fait au nom d'une idéologie, non pas parce que c'est bien ou pas bien, bah, parce que c'est l'idéologie qui est considérée comme vertueuse, idéologie qui est considérée comme dominante, comme disait Shmuel Trigano. Le symbole est porteur d'un slogan aussi. Et le slogan, c'est Madame Viennot qui nous l'a proposé comme ça, c'est le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Comme si, dans cette manière de formuler la règle, si on dit, je ne sais pas moi, les lettres, les paquets sont arrivés, comme si on fait l'accord en masculin, les lettres vont être lésées dans leur féminité. Vous voyez? Donc là c'est le slogan. Et le slogan est parlant. Qu'est-ce que c'est qu'un slogan? C'est un genre discursif court, en général qui caractérise le discours politique, mais il peut aussi caractériser d'autres types de discours, comme le discours publicitaire, qui doit susciter l'adhésion. D'accord? Et donc, évidemment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'homme n'emporte pas sur la femme. Mais nous sommes dans l'état du créationnisme absolu. Parce que masculin et féminin ne sont absolument pas les catégories de l'humain. Le slogan, derrière le slogan, il y a le programme. Et le programme, j'ai commencé à le voir quand on a commencé à assister à des colloques de démasculinisation des sciences humaines, démasculinisation de la langue, démasculinisation de la conscience, démasculinisation du cerveau, etc., etc. C'est comme le mot inclusif. C'est un mot que vous pouvez retrouver dans toutes les annonces universitaires qui continuent à être très à la mode, mais moi, je fréquente moins à l'université, donc peut-être que ça s'est calmé, peut-être que c'est moi qui ne le vois plus. C'est tout un programme. Et c'est un programme qui est dangereux dans sa formulation. Quand on veut démasculiniser quelque chose, l'université par exemple, ça ne peut que rappeler la déjudaïsation des sciences. On veut quand même enlever l'essence de quelque chose. Et là, ils vont vous dire, ah, c'est une métaphore. Mais dans tous les colloques qui sont organisés sur la démasculinisation, il y a soit les femmes qui vous parlent de l'emprise des hommes sur tout ce qui existe dans le monde, soit les homosexuels ou les transgenres. Et donc, ça, ce sont des statistiques qui doivent être faites par les sociologues. Et donc, en fait, voilà, j'y arrive. D'où ça vient tout ça? Mais ça vient justement de la doctrine. Et j'appelle doctrine l'inclusivisme. L'écriture inclusive n'est qu'un sommet d'iceberg. Donc, ça vient de la contestation de l'autorité, relativisme, culte de la jeunesse, anti-intellectualisme, quasi-obligation d'être à gauche. Et ça, c'est très important dans les universités françaises. Il y a les universités qui ne sont pas forcément à gauche, mais je vous rappelle que les maoïstes, le soutien à la révolution culturelle, la violence contre les bourgeois, c'était propre à l'université française et quiconque n'adhérait à ces théories ou à ces idéologies, et ça c'est tout à fait formel, ne pouvait pas faire carrière à l'université. C'est-à-dire qu'on pouvait, si on n'était pas du parti communiste, on ne peut pas occuper un poste important. D'accord? Exemple de ça, voilà, donc, ce qu'il est mon poème. Je vous donne un exemple de ce qui était l'université française et ce qu'elle continue à être. La tradition de l'inclusivisme, c'est la tradition qui s'inscrit dans le communisme français, en fait. Vous avez ici un petit poème de Georges Boudarel. C'est un poème qui est paru dans la revue littéraire Europe. C'est une poésie, elle est assez significative. Je remercie d'ailleurs mon ami Hubert Ekman qui me l'a signalé. Mouton rouge, j'aime ton sang. Il est la lave d'un volcan, le soleil qui bat mes artères, le vin qui dort en son cratère et le drapeau de bonnes gens, etc., etc. L'auteur, Georges Boudarel, est professeur de philosophie qui était notamment rééducateur dans un des camps de rééducation chez les Khmers. Donc, il a été éducateur pendant quelques années. Après, donc il a été jugé pour les crimes contre l'humanité.
Mais il a bénéficié d'une amnistie, il rentre en France, il est chercheur en CNRS et il continue très bien à enseigner la philosophie. Et donc, vous voyez, quand on nous parle de la démasculinisation de la langue, de la société, de la conscience ou d'autres choses, nous sommes là. C'est-à-dire que les racines de ces idéologies, ce sont des racines totalitaires et je dirais même des racines très dangereuses. D'accord. Alors, pour terminer donc sur ça, sur toute cette histoire, ce que j'avais décrit dans mon livre, je crois que votre dernière question, c'était, faire, hein? Comment faire? Donc je dois citer pour terminer, ce bref exposé, une citation de Philippe Muret, qui dit: «Nous n'avons aucun argument contre le bien, contre l'innocence, contre le sentimentalisme de la moralité, car nous assistons à la moralité et à la disparition de la science. Nous n'avons rien contre la vertu, de la volonté de transparence partout, des bonnes intentions et de la télécharité». Donc ça, c'est un vrai problème. Alors et je termine, juste par une chose, je crois que ce qui peut nous aider, c'est, 3 3, comment dire? 3 étapes. Une étape linguistique où nous écrivons des articles, d'accord? Mais les articles longs et académiques sont ennuyeux, personne ne va les lire. Et comment ça se passe avec la propagande? Petit exemple et je termine là. Mettons, vous devez, on est dans une ville où il y a 60 000 personnes. Ces 60 000 personnes sont, enfin, sont des votants potentiels. Qui va aller voter? 5 000 à peu près. Le parti qui veut prendre le pouvoir doit pouvoir convaincre les restants, parce que ces 5 000, ça ne suffit pas. Les autres, qu'est-ce qu'il nous reste? 55. Ce sont les victimes potentielles de la propagande. Et donc, comment il faut faire? Il faut appliquer, il faut faire en sorte que la propagande qui diffuse l'idéologie soit omniprésente, qu'elle soit partout. L'écriture inclusive et les articles sur l'écriture inclusive étaient publiés absolument dans tous les médias français. Les discours politiques portaient sur la nécessité d'adopter l'écriture inclusive. Les bons, c'est-à-dire les représentants de bonnes idéologies pour les jeunes, les écolos par exemple, d'accord? La gauche qui, elle prétend, se battre pour la justice, ont adopté l'écriture inclusive et ça fait montre de ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Donc il faut faire le contraire. Il faut faire le travail académique, c'est ce que nous faisons, mais quelqu'un de normalement constitué n'aura pas la patience de lire ce que nous faisons. Donc, il faut avoir un Jean-François Plantan qui sait vulgariser ce que nous faisons et gérer, faire la gestion de ce travail. Il faut aussi faire de l'agit-prop, mais enfin, l'agit-prop, la contre-propagande, dans le sens où il faut avoir des explications rationnelles, mais aussi émotionnelles des dégâts que l'écriture inclusive peut produire, à savoir le chaos, l'absence de la norme, la déstructuration sociale et la perte totale de la langue commune. Voilà, donc je termine là, mais ça, c'est juste quelques lignes. Excellent, excellent, excellent. Merci beaucoup, Madame Kinchpoun, pour votre analyse. Donc, pour ceux qui ont suivi, vous avez compris que c'est une analyse du langage, une analyse du discours, mais qui est aussi interreliée forcément avec l'histoire, avec le politique, avec les croyances, avec les idéologies. Donc, on ne peut pas discuter d'écriture inclusive sans discuter finalement de sociologie et de psychologie. Et c'était la raison pourquoi je voulais avoir Mme Kinchpon avec nous, c'est parce qu'elle analyse le discours et que dans le fond, l'écriture inclusive, c'est un outil que sociologiquement, un groupe ou politique utilise afin de imposer leur idéologie par coercion et pour permettre aux gens de se marquer socialement, de se montrer de quel clan ils sont. Donc, je vous invite à lire son livre, La fabrique des discours propagandistes contemporains, comment et pourquoi ça marche. C'est, comme elle dit, c'est vraiment un mode d'emploi, donc on comprend mieux d'où ça vient, et, etc. Elle rentre aussi dans d'autres exemples comme la transidentité et présentement aussi la montée de l'antisémitisme. Donc voilà, donc je vous invite à lire son livre. Merci à tous et puis on se dit à une autre fois. Passez une bonne soirée, Merci une bonne beaucoup, journée. Jean-François, Ça fait et bon beaucoup courage à vous. plaisir. Bravo à vous. Merci, au revoir. Au revoir.